L'affaire se corse, le gouvernement a informé ABC News que le président Poutine était directement mêlé au piratage du Comité national démocrate. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ces 2 derniers mois, notre source n'est pas le gouvernement russe. Vladimir Poutine a lui-même orchestré ces cyberattaques clandestines. Vous respectez Poutine? Absolument. Mais pourquoi? C'est un meurtrier. Il y en a plein des tueurs. Vous pensez que notre pays est irréprochable? Bonjour, Monsieur le Président, je suis heureux de vous revoir. Je pensais que vous pourriez vous asseoir là-bas. Je vais me mettre ici et nous verrons bien. On va improviser. Rien n'est fixé. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. За всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом. По воле народа. Законно и мирно. Je pense que les Occidentaux ne savent pas grand-chose de vous. Nous aimerions connaître votre parcours, d'où vous venez. Je sais que vous êtes né en octobre 1952, donc après la guerre, que votre mère travaillait en usine, que votre père avait fait la guerre, et que vous avez grandi dans un appartement communautaire avec d'autres familles. Ma mère n'a jamais travaillé en usine, mais mon père, oui. Qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Il était ajusteur mécanicien. Il avait fait des études secondaires dans un établissement technique. Il a été blessé pendant la guerre, je crois. Oui. Au début de la guerre, il avait travaillé dans divers services administratifs de l'armée. Ensuite, il a servi dans l'armée active et il a été envoyé dans les secteurs les plus dangereux du front de Leningrad. Il m'avait eu sur le tard. Avant moi, ils avaient perdu 2 enfants, dont un pendant la guerre, pendant le siège de Leningrad. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des problèmes de délinquance, que vous étiez un peu voyou, jusqu'à ce que vous vous mettiez au judo à l'âge de 12 ans. Quand j'étais enfant, j'ai vécu très librement. Je passais le plus clair de mon temps dans les rues, dans les cours d'immeubles. C'est avec la pratique du judo que ma vie a commencé à changer, et dans le bon sens. Après le lycée, vous êtes allé à la faculté de droit. C'est bien comme ça que ça se passe en Russie. Oui, c'est juste. Quand j'ai terminé mes études secondaires, je suis entré à l'université de Leningrad, à la faculté de droit. Et c'est là que vous avez rencontré votre première femme. Votre dernière femme, je veux dire votre seule femme. Ça, c'était plus tard, environ 7 ans après. Ensuite, vous êtes directement entré au KGB en 1975, à Leningrad. Quand on faisait des études supérieures en Union soviétique, il y avait ce qu'on appelait le système de placement dans les établissements. Quand on avait fini nos études, on devait aller travailler là où on nous envoyait. Vous n'aviez pas le choix ? On était placés. J'étais obligé d'aller travailler au KGB, mais de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Si je m'étais inscrit à la faculté de droit, c'était précisément parce que je voulais travailler pour le KGB. Et vous aviez une vision un peu idéalisée du KGB et du renseignement, acquise à travers les films d'espionnage de ces années-là. Oui, c'est ça. Les livres, les films. Vous avez tout à fait raison, oui. Vous avez été en poste à Dresde de 1985 à 1990, mais les 10 premières années, vous êtes surtout resté à Leningrad. Oui, à Leningrad et à Moscou, dans des écoles spécialisées. L'Allemagne de l'Est, dans les années 1980, c'était plutôt sinistre. Je vais vous dire, sinistre n'est pas le mot juste. C'était plutôt une société qui était restée figée dans les années 50. C'était une drôle d'époque. Vous êtes retourné à Moscou, vous avez assisté au début de la perestroïka. Vous savez, Gorbatchev et son entourage avaient clairement perçu que le pays avait besoin de changement. Mais aujourd'hui, je peux dire de façon certaine qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il fallait changer, ni comment.
Mais c'était les idées de Gorbatchev. Il a dû vous influencer. Ce n'étaient pas les idées de Gorbatchev. C'était celles des socialistes utopistes français. Gorbatchev n'a rien à voir là-dedans. Je le répète, son mérite a été de sentir le besoin de changement, c'est vrai. Et il a essayé de réformer le système. Mais le problème, c'est que le système lui-même n'était pas bon. Comment pouvait-on faire pour changer radicalement le système tout en préservant le pays? Personne n'avait la réponse. Pas même Gorbatchev. Et cela a mené à l'effondrement du pays. L'URSS s'est effondrée et la Fédération de Russie est née avec Eltsine. Oui, mais dans le même temps, notre système de protection sociale a été entièrement détruit. Des branches entières de l'économie ont soudain cessé de fonctionner. Le système de santé est tombé en ruine. L'armée était dans un état lamentable. Et des millions de gens sont passés sous le seuil de pauvreté. Tout cela, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes installé à Moscou en 1996 et vous avez été chef du service fédéral de sécurité pendant 13 mois. Non, pas tout de suite. Quand j'ai emménagé à Moscou, j'ai d'abord travaillé à la direction des affaires de la présidence, au service des questions juridiques. Ensuite, j'ai été muté à l'administration présidentielle, où j'étais chargé du département principal de contrôle. Puis j'ai été nommé directeur du service fédéral de sécurité. À ce poste, j'imagine que vous avez dû voir l'ampleur du chaos. Ça devait être un vrai cauchemar. Bien sûr que je l'ai vu. J'ai souvent entendu des critiques à mon égard, des gens qui prétendent que je regrette l'effondrement de l'URSS. Tout d'abord, et c'est certainement le plus important, à la suite de cet effondrement, en l'espace d'une nuit, 25 millions de Russes se sont retrouvés en dehors des frontières de l'ex-URSS. Ça a vraiment été l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Ces gens vivaient à l'intérieur d'un seul et même pays. Ils avaient des liens familiaux, un travail, un logement. Ils avaient tous les mêmes droits. Et en l'espace d'une seconde, ils se sont retrouvés à l'étranger. Dans le pays, cela a entraîné des tensions qui ont fini par déboucher sur une véritable guerre civile. In October 1993, Russia was on the brink of civil war, with parliament deputies on one side and Boris Yeltsin and his supporters on the other. Yeltsin, who controlled tank divisions, would give the order to fire directly at the parliament building, with shells pounding the offices of the Supreme Soviet chairman and the vice president, who sided with the deputies. 2 days of street fighting left hundreds dead and injured. Bien sûr, j'ai vu tout cela très clairement, surtout quand je suis devenu directeur du service fédéral de sécurité. The United States continues to stand firm in its support of President Yeltsin because he is Russia's democratically elected leader. En 1999, vous montez en grade, vous devenez Premier ministre. Eltsine quitte ses fonctions en 2000. Quand on revoit les images de ses conférences de presse et de ses autres apparitions publiques, il est clair que Eltsine est rongé par l'alcool. Son cerveau est lent, il a du mal à articuler, il a le regard fixe. On dirait qu'il est en catatonie. Je ne me sens pas en droit de porter un jugement ni sur l'action de Gorbatchev, ni sur la personnalité d'Eltsine. Il avait ses problèmes, comme nous tous. Mais il avait aussi ses forces. Et l'une d'entre elles était de ne jamais se défausser, d'assumer ses responsabilités. Il a toujours assumé ses responsabilités. Mais ce que vous dites est vrai. On ne peut pas le nier, c'est un fait. Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными,
энергичными людьми. Les premiers ministres se succèdent et tout d'un coup, c'est vous qui le devenez. Racontez-nous. C'est une histoire assez curieuse. Quand je suis arrivé à Moscou, comme je venais de Saint-Pétersbourg, je ne disposais d'aucun soutien. Je n'avais pas de relations bien placées dans la capitale. Je suis arrivé en 1996. Et le 1er janvier 2000, je suis devenu président par intérim. Je ne sais pas pourquoi Eltsine m'a choisi. Mais la première fois qu'il m'a proposé le poste, j'ai refusé. Vous avez refusé? Oui, il m'avait fait appeler dans son bureau pour m'annoncer qu'il voulait me nommer Premier ministre. Et qu'ensuite, il aimerait que je me présente au présidentiel. Je lui ai dit que c'était une responsabilité énorme, qui allait changer toute ma vie et que je n'étais pas sûr d'être prêt. Changer? De quelle manière? Cela faisait déjà longtemps que vous travailliez pour le gouvernement. Ce n'est pas comparable. Quand on est fonctionnaire, même de haut rang, on peut mener une vie quasiment normale. On peut voir ses amis, aller au cinéma, au théâtre. On n'a pas la responsabilité de tout ce qui se passe dans le pays et du destin de millions de gens. Endosser une telle responsabilité à ce moment-là, ce n'était pas facile. Et pour parler franchement, à l'époque, je ne savais pas quel projet Eltsine avait pour moi sur le long terme. Je ne savais pas non plus pendant combien de temps je pourrais rester à ce poste, parce qu'à tout moment, le président pouvait me dire « tu peux partir ». Moi, je ne pensais qu'à une chose, comment protéger mes enfants. Vraiment? Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Si on me renvoyait, je n'avais plus de garde du corps, plus aucune protection. Comment je faisais dans ce cas-là? Comment vivre? Comment assurer la sécurité de ma famille? Mais ensuite, je me suis dit que si le destin en avait décidé ainsi, je devais aller jusqu'au bout. À l'époque, je n'avais aucune assurance que je deviendrais président. Personne ne m'a donné aucune garantie là-dessus. Vous avez vu vos enfants pendant cette période et votre femme? Non, je rentrais tard et je partais tôt. Je les voyais bien sûr, mais peu. Vous vous leviez à 4 heures du matin? Vous arriviez à dormir? Non, je ne me suis jamais levé à 4 heures du matin. Je me couchais vers minuit, 1 heure, ou plus tard 1h30, et je me levais vers 7 heures. Oui? Oui, j'ai toujours dormi environ 6-7 heures par nuit. Pas de cauchemar? Non. C'est une discipline qui vous vient de votre passé de militaire, du KGB. Ça vient sûrement du sport, et du service militaire aussi, bien sûr. On dit que votre philosophie de la vie vous vient du judo. Oui. Le principe essentiel dans le judo, c'est ce qu'on appelle la voie de la souplesse. On peut et on doit être souple. Parfois, il faut savoir céder, mais seulement si cela vous assure la victoire. Vous êtes très discipliné. Sans discipline, j'aurais beaucoup de mal à travailler. Je n'aurais pas l'énergie nécessaire pour régler les affaires courantes, sans parler des affaires stratégiques. Il faut être en forme pour ça. Bien, nous sommes maintenant en 2000, vous remportez la présidentielle avec 53% des voix, mais les gens pensent que vous n'allez pas durer. Le pays traverse une période sombre, c'est la guerre en Tchétchénie, la situation est difficile. Oui, c'est vrai. La seconde guerre de Tchétchénie a éclaté en Russie en août 1999. Ça a été une épreuve terrible pour le pays. Et j'ai dû en assumer la responsabilité. One side says that it is fighting against terrorism, the other side says it is fighting for independence, and all the while bodies line the street amid the rubble of war. This is not the Middle East. This is the breakaway Russian Republic of Chechnya, little mentioned, but no less horrifying. Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить
за память тех, кто погиб. Секундочку. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. On dit que vous avez accompli des choses très positives durant votre premier mandat, dans l'industrie, l'électronique, la pétrochimie, l'agriculture. Avec vous, le PIB a augmenté, le revenu moyen aussi, vous avez réformé l'armée, vous avez mis fin à la guerre en Tchétchénie, vous avez mis un terme aux privatisations. La Russie peut être fière de vous. Tout n'est pas vrai. Je n'ai pas arrêté le processus de privatisation. J'ai juste essayé de le rendre plus équitable. J'ai tout fait pour que les biens de l'État ne soient pas vendus au rabais. Nous avons mis un terme au plan de rachat frauduleux qui avait conduit à l'apparition de l'oligarchie et grâce auquel des gens étaient devenus milliardaires du jour au lendemain. Ces plans avaient fait perdre tout contrôle à l'État dans certains domaines stratégiques de notre économie ou avaient provoqué leur effondrement. Mon but n'était donc pas d'arrêter le processus de privatisation, mais de le rendre plus juste et plus structuré. Les oligarques l'ont sous-estimé quand il est devenu président. Ils ne pensaient pas qu'il resterait. Il y a différentes sortes d'oligarques. On leur avait assuré qu'on ne s'en prendrait pas à leurs biens et qu'au contraire, l'État allait dorénavant défendre la propriété. Les lois en vigueur jusque-là ne leur étaient pas très favorables. Mais la loi, c'est la loi. Ça aussi, ça fait partie des règles. La loi, c'est la loi. J'en ai parlé avec les grands patrons, nous avons eu une discussion très franche. Je leur ai dit que les anciennes pratiques devaient cesser, que la loi devait être plus juste, plus équitable, et que le monde des affaires devait assumer de plus grandes responsabilités dans le domaine social. Beaucoup de représentants du monde des affaires, une écrasante majorité en fait, ont respecté ces règles, qui leur convenaient parfaitement. Vous savez à qui ça n'a pas plu ? À ceux qui gagnaient leurs milliards non pas grâce à leur talent d'entrepreneur, mais au don qu'ils avaient de tisser de bonnes relations avec le pouvoir. Ceux-là, ça ne leur a pas plu. Mais ils n'étaient qu'une poignée. Vous avez fait reculer le taux de pauvreté de 2/3. C'est exact. Vous avez augmenté les retraites? Oui, considérablement. En 2000, le salaire moyen était de 700 roubles. En 2012, il était passé à 29 000 roubles. C'est exact. En 2004, au sommet de votre popularité, vous êtes réélu avec 70% des voix. Oui, même un peu plus. En 2008, comme vous ne pouviez pas vous présenter une troisième fois, vous devenez Premier ministre. Et là, vous continuez à travailler dur. Oui, j'ai travaillé dur et dans l'ensemble, j'ai fait du bon travail. Mais ce n'était pas moi le président du pays. Je sais tout ce qu'on a dit à cette période, chez nous comme à l'étranger. Mais il faut que vous sachiez que le président Medvedev a rempli pleinement ses fonctions, et en toute indépendance. Il ne peut y avoir qu'un seul président dans un pays, celui qui a été élu par le peuple. En 2012, vous vous présentez de nouveau au présidentiel et vous l'emportez avec 63% des suffrages. Oui, c'est ça. 3 fois président, 5 tentatives d'assassinat, d'après ce qu'on m'a dit. Pas autant que Fidel Castro, que j'ai interviewé et qui en était à 50. Donc, il y en a eu 5. Oui, Castro m'en avait parlé. Il m'avait dit, « Tu sais pourquoi je suis encore en vie ? » Pourquoi ? Parce que je me suis toujours occupé moi-même de ma sécurité. Mais moi, je fais mon travail. Et mes officiers de la sécurité font le leur. Et jusqu'à présent, ils ont plutôt bien travaillé. Vous faites confiance à votre service de sécurité ? Oui. Quand on veut assassiner un président, on commence par infiltrer son service de sécurité. Je sais. On a un dicton en Russie. Ceux dont le destin est de finir pendus ne se noient pas. Quel est votre destin ? Vous avez une idée ?
Seul Dieu connaît notre destin, le mien comme le vôtre. Mourir dans son lit, peut-être. On finit tous par mourir un jour. L'important, c'est ce qu'on a réussi à accomplir dans ce monde éphémère et de profiter de la vie. Vous avez eu une dure journée. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous retrouver. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en juin. Oui. Je vous ai manqué. J'ai versé quelques larmes, mais j'ai pris mon mal en patience. Je suis sûr que vous avez dû avoir d'autres raisons de pleurer. Pardonnez-moi, je viens de faire une petite sieste pour rattraper mon décalage horaire. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai travaillé, j'ai vu mes collègues, on a discuté de questions de politique intérieure, de sécurité et aussi d'économie. Je me suis entretenu plusieurs fois avec le ministre des Finances et avec mon conseiller aux affaires économiques. Voilà ma journée, en gros. J'ai aussi vu le président du Parlement, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Et donc? Et pas de conseil des ministres? Non, pas aujourd'hui. On m'a dit qu'il y avait une réunion du Conseil national de sécurité. Oui, il y a plusieurs années, j'ai mis sur pied un petit groupe composé des chefs des services secrets et des services de sécurité. On l'appelle le Conseil de sécurité. Je vois. Pas de crise, rien de particulier? Non, on se réunit une fois par semaine. Je vous demande ça parce que nous devions nous voir à 15h et il est 21h40. Je savais que vous aviez besoin de dormir un peu. Mais il n'y a pas eu de crise d'imprévu. Non, il n'y a pas eu de crise, c'est la routine. Mais tout s'enchaîne. Quand on prévoit de parler 10 minutes avec quelqu'un, s'il pose sans cesse des questions, les 10 minutes ont vite fait de devenir 1 heure. C'est très difficile d'arrêter la machine une fois qu'elle est en marche. Cela me conduit à une question qui me tient à cœur. J'en parlais un peu plus tôt avec Fernando, mon producteur. Il dit que vous êtes un excellent PDG et que la Russie est votre entreprise. Dès qu'un problème surgit, vous essayez de le traiter sur le champ. Oui, c'est vrai. Disons que pour un problème donné, on entre dans le détail, des détails de plus en plus petits. Ils prennent bientôt toute la place et sans qu'on s'en rende compte, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça doit être frustrant de se coucher sans avoir réussi à trouver la solution. Ce qui m'intéresse, c'est le processus de résolution des problèmes. J'essaie d'y mettre de la créativité. Si un peintre est en train de faire un tableau et qu'il a un déjeuner, est-ce qu'il doit poser son pinceau et y aller? Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Le peintre aura sûrement envie de terminer ce qu'il est en train de faire avant d'aller se détendre. Il dit qu'il a besoin d'y mettre la touche finale. J'aime aller au bout des choses. Je ne veux pas me comparer à un artiste, mais le processus de décision rappelle un peu le processus créatif. Tout ça renvoie à une question plus large. Depuis 15 ans, vous avez été président, Premier ministre et de nouveau président. Je suis sûr que vous connaissez cette anecdote au sujet de Ronald Reagan, qui est l'un des présidents les plus admirés de mon pays parmi les conservateurs, bien sûr. Il était connu pour respecter son emploi du temps à la lettre, et il rentrait chez lui à la Maison-Blanche avant 18 heures, pour dîner tous les jours devant la télé avec son épouse. C'était un homme heureux. Il était très organisé. C'était bien sûr l'une de ses grandes qualités. C'est ce que je veux dire. C'était un homme souriant, il était à l'aise avec tout le monde. Il aimait grignoter ses bonbons et raconter des blagues. Il n'hésitait pas à déléguer à ses équipiers. Je vous parle de lui parce que c'est une autre façon de vivre. Il y a 2 problèmes. Trouver les bonnes personnes et savoir déléguer. Vous semblez partisan de la méthode dure. Peut-être. Mais je sais ce que je dois faire et j'essaie de bien le faire. Il y a une grande différence entre nous, cependant. Reagan était président des États-Unis et quels qu'aient pu être les problèmes du pays à ce moment-là, il n'était pas comparable à ceux que la Russie a dû affronter au tournant des années 1990-2000.
Ouais, Reagan vous dirait que non. L'Amérique n'avait plus un sou, plus rien ne fonctionnait, et c'était à lui d'apporter l'énergie positive dont le pays avait besoin. Et à cet égard, il a fait son boulot, il a fait naître ce sentiment positif, mais entendons-nous bien, ce n'était qu'un sentiment, une illusion. Mais être au bord de la faillite et être en faillite, ce n'est pas la même chose. Et certains vous diront que Reagan n'a fait qu'appauvrir un peu plus l'Amérique parce que la dette a augmenté énormément. Bien sûr, elle atteint combien aujourd'hui? 18 000 milliards? J'ai oublié. Elle est de 18 000 milliards de dollars. En Russie, elle représente 12% du PIB. 18 000 milliards aux États-Unis et environ 1 000 milliards en Russie. Ce qui compte, c'est le pourcentage de PIB que ça représente. Aux États-Unis, je crois que c'est aux alentours de 100%. Chez nous, le taux d'endettement est minimal. Il n'est que de 12 à 13%, et le niveau de nos réserves est assez élevé. La Banque centrale possède 360 milliards de dollars de réserves, et en plus de cela, le gouvernement a 2 fonds de réserve. Un de 80 milliards de dollars, et l'autre de 70 milliards, avec lesquels on finance notre léger déficit. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 20% en 2015 et l'inflation était de 13%. De 12,9%. Ok. Quelle est la politique de la Banque centrale de Russie? La Banque centrale mène une politique monétaire très pondérée, qui est comprise et soutenue par les institutions financières internationales, y compris le Fonds monétaire international. Je croyais que vous n'aviez pas de dette auprès du FMI. Non, nous n'avons pas de dette. Je ne parle pas de notre endettement. D'ailleurs, la Russie a remboursé auprès du FMI non seulement sa dette, mais aussi celle de toutes les anciennes républiques soviétiques. Même la dette de l'Ukraine, qui s'élevait à 16 milliards de dollars. Mais je vous parlais de la politique monétaire. Nous sommes en contact régulier avec Madame Lagarde et avec d'autres collègues du FMI. Nous les informons de ce que nous faisons, nous écoutons leurs recommandations. Je sais donc très bien comment les autorités du FMI évaluent la politique de la Banque centrale de Russie. Et ils l'évaluent de façon positive. Vous parlez comme si le FMI était un partenaire de la Russie, comme si Wall Street voulait que la Russie réussisse, ce dont je doute. Au contraire, ne pensez-vous pas que Wall Street travaille activement à détruire l'économie russe, que c'est l'intérêt des États-Unis? Je ne parlais pas de Wall Street. Mais si on parle du gouvernement américain, il est certain qu'il considère la Russie comme un concurrent, surtout ces derniers temps. C'est la salle du trône. Voici le trône du tsar, de la tsarine et aussi de l'impératrice douairière. On dit que vous êtes le nouveau tsar. On lit ça sur toutes les couvertures de magazines. Ça vous fait rire? L'idée doit leur plaire, c'est sans doute pour ça qu'ils l'écrivent. Ils n'arrivent pas à se débarrasser des vieux clichés. Mais vous avez laissé le journaliste Charlie Rose dire que vous concentriez tout le pouvoir, que vous pouviez faire ce que vous vouliez. C'était très clair. Et c'est ce que pensent beaucoup d'Américains, qu'ici, il n'y a pas de contre-pouvoir, vous l'avez laissé dire. Excusez-moi. La question n'est pas d'avoir beaucoup de pouvoir, mais d'utiliser au mieux celui dont on dispose. Vous devriez abattre l'interprète alors. C'était vous? Je ne pense pas qu'il ait bien compris où Rose voulait en venir. En anglais, c'était clairement « il est le tsar et il le sait ». Some have called you a czar. So what? You know, people call me different names. Well, does the name fit? Il essayait de polémiquer, mais je n'avais aucune envie de le suivre sur ce terrain. Est-ce qu'il vous arrive de vous énerver? Vous êtes toujours si calme pour répondre aux questions. Vous n'êtes jamais dans un mauvais jour?
C'est vrai, non? Je ne suis pas une femme, je n'ai pas de mauvais jours. Maintenant voilà. Vous venez d'insulter 50% de la population américaine, ce sera mal pris. Je ne veux insulter personne. La nature est ainsi faite. Pour vous, une femme est forcément plus émotive. Vous ne vous laissez jamais envahir par vos émotions. Il y a un cycle naturel. L'homme en a sûrement un aussi, mais il est moins perceptible, sans doute. C'est tout. Nous sommes tous des êtres humains, c'est normal, mais il ne faut pas perdre le contrôle. Question to President Bush: is this a man that Americans can trust? I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. Qu'avez-vous pensé de ce commentaire? J'ai senti que c'était quelqu'un avec qui il était possible de s'entendre, d'engager un dialogue. Du moins, c'est ce qu'on pouvait espérer. Le 11 septembre, vous avez été un des premiers à l'appeler pour présenter vos condoléances et lui offrir votre aide. Oui. Le lendemain, on avait prévu des manœuvres de dissuasion nucléaire. Je les ai annulées et j'ai souhaité que le président des États-Unis le sache. Je comprenais bien sûr que face à une telle situation, un chef d'État avait besoin d'un soutien moral et politique. Et nous voulions le soutenir dans cette épreuve. Quand le président Bush a envahi l'Afghanistan, vous avez coopéré en installant des bases dans le Caucase et en Asie centrale pour faciliter le ravitaillement des troupes américaines en Afghanistan. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous n'avons pas créé des bases spécialement pour ça. Nous avions des divisions basées au Tadjikistan depuis l'époque soviétique que nous avons transformées en bases dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui se développait en Afghanistan. Nous avons soutenu les États-Unis, nous les avons autorisés à transporter des armes à travers notre territoire. C'était encore vrai récemment? Oui. Nous pensons que cette coopération va dans le sens de nos intérêts nationaux. C'est un domaine dans lequel nous pouvons et nous devons unir nos forces. À l'époque, nous leur avons fourni des informations émanant de nos services de renseignement. La Russie a pourtant une histoire commune avec l'Afghanistan. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas su où était Ben Laden, ni même ce qu'il fabriquait? Non seulement cela, mais à quel point les positions d'Al-Qaïda en Afghanistan étaient affaiblies à ce moment-là. Ce n'est pas nous qui avons favorisé l'apparition d'Al-Qaïda. Ce sont nos partenaires américains. Tout a commencé à l'époque de la guerre soviéto-afghane. Les services secrets américains ont soutenu divers mouvements fondamentalistes islamistes qui luttaient contre les forces soviétiques. Les Américains ont favorisé la naissance d'Al-Qaïda et l'apparition de Ben Laden. Mais ensuite, ils ont perdu le contrôle. Ça se passe toujours comme ça. Nos partenaires américains auraient dû le savoir. C'est de leur faute. Bill Casey, le directeur de la CIA sous Ronald Reagan, s'est efforcé de soulever les musulmans du Caucase et de l'Asie centrale contre l'URSS. Son projet n'était pas simplement de battre l'URSS en Afghanistan, mais grosso modo de changer le régime en URSS. Le problème, c'est que ces idées ne sont pas mortes. Et quand des troubles ont éclaté en Tchétchénie et dans le Nord Caucase, les Américains les ont malheureusement soutenus. La guerre froide était derrière nous. Nous avions des relations franches avec le monde entier, avec l'Europe, les États-Unis. Nous comptions sur leur soutien, bien sûr. Et au lieu de ça, nous avons découvert que les services secrets américains soutenaient les terroristes. Je vais vous dire une chose très importante. À l'époque, nous avons compris une chose. Nos partenaires américains soutiennent la Russie en parole, assurent qu'ils sont prêts à coopérer dans la lutte contre le terrorisme,
Mais en fait, ils utilisent ces terroristes pour fragiliser la politique intérieure de notre pays. Quels ont été les moments les plus durs de la guerre en Tchétchénie? La première guerre? La deuxième? Quelles années? J'aurais du mal à le dire précisément. Mais la deuxième guerre de Tchétchénie, comme on l'appelle, a éclaté parce que des gens dans la population civile du Daghestan, qui est aussi une république musulmane, ont pris les armes contre les terroristes. Je me souviens très bien qu'au Daghestan, des gens nous ont violemment pris à partie. Si la Russie ne veut pas nous défendre, donnez-nous des armes et nous nous défendrons nous-mêmes. Les Américains œuvraient en sous-main. Vous dites que vous avez des preuves qu'ils soutenaient les Tchétchènes. Bien sûr, pour ce qui est du soutien politique et en termes de renseignement, il n'y a pas besoin de preuves. C'était évident pour tout le monde. Ils le faisaient ouvertement. Repeating like a mantra that this is an internal Russian affair, which in effect legitimated the Russian action. And then on top of it, senior administration spokesmen have engaged in a vilification of the Chechens. Pour ce qui est du soutien financier, nous avons quantité de preuves. Nous en avons présenté certaines à nos collègues américains. J'en ai parlé au président Bush une fois. Je lui ai donné les noms d'agents secrets américains qui travaillaient au Caucase et qui ne se contentaient pas d'apporter un soutien politique, mais aussi un soutien technique aux combattants, en les transportant d'un endroit à un autre. Le président Bush a eu une très bonne réaction. Il m'a dit « Je vais m'en occuper ». Mais après cela, nous avons reçu par le biais de nos réseaux un courrier de la CIA qui disait « Nos collègues s'estiment en droit de maintenir des liens avec tous les représentants de l'opposition et ils poursuivront en ce sens. » Il était clair qu'il ne parlait pas seulement des opposants politiques, mais des structures et des organisations terroristes. Elles étaient présentées comme des forces d'opposition traditionnelles. Et tout ça pendant qu'ils combattaient le terrorisme en Afghanistan. Ça semble tout à fait contradictoire. Nous sommes habitués à ces contradictions. Je suppose que ce courrier est top secret. Nous ne pouvons pas y avoir accès. Je pense que ce ne serait pas très correct. Ce que je viens de dire est suffisant. Georges se souvient sûrement de notre discussion, du moins je l'espère. Today we welcome Hungary, Poland, the Czech Republic, finally erasing the boundary line the Cold War artificially imposed on the continent of Europe, strengthening an alliance that now clearly is better preserved to keep the peace and preserve our security into the 21st century. Our goal is to help to build a Europe that is undivided, free, democratic, at peace, and secure. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. This is a special moment in the hopeful story of human liberty, as America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO.
J'ai entendu de la bouche de M. Gorbatchev et de responsables américains, dont James Baker, qu'il y avait eu un accord avec l'URSS pour ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Oui. Quand on a étudié la question de la réunification allemande et du départ des troupes soviétiques d'Europe de l'Est, les responsables américains et le secrétaire général de l'OTAN, je crois que c'était M. Werner à l'époque, ont tous affirmé que l'URSS pouvait être sûre d'une chose. La frontière orientale de l'OTAN ne serait pas déplacée plus loin que la frontière actuelle de l'Allemagne de l'Est. Et ça n'a pas été respecté. Rien n'avait été couché sur le papier, c'est une erreur de Gorbatchev. En politique, il faut toujours mettre les choses sur papier. Gorbatchev s'est contenté de parler avec les Américains. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'OTAN a été créée quand il y avait une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre ce qu'on appelait les deux camps. Mais le pacte de Varsovie n'existe plus, l'Union soviétique non plus. Il faut se poser la question, à quoi sert l'OTAN? J'ai l'impression que pour justifier son existence, l'OTAN a besoin d'un ennemi. Elle est donc sans cesse en train d'en chercher un ou de chercher des actes de provocation pour pouvoir en désigner un. The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either. However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day, it refers to one type of situation, namely one center of authority, one center of force, one center of decision-making. It is a world in which there is one master, one sovereign, and at the end of the day, this is pernicious not only for those within this system, but also for the sovereign itself, because it destroys itself from within. One state, and of course, first and foremost, the United States, has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural, and educational policies it imposes on other nations. Aujourd'hui, l'OTAN n'est qu'un outil de la politique extérieure américaine. Les États-Unis n'ont pas d'alliés, uniquement des vassaux. Quand un pays devient membre de l'OTAN, il a beaucoup de mal à s'opposer à la pression émanant d'un pays aussi important que les États-Unis, qui pilote l'organisation. Il peut soudain voir apparaître sur son territoire un système de défense antimissiles balistiques, de nouvelles bases militaires et même, si besoin, des armes offensives. Et nous, que devons-nous faire face à cela ? Nous devons prendre des contre-mesures, c'est-à-dire mettre dans la ligne de mire de nos missiles les installations qui, selon nous, commencent à représenter une menace. C'est ainsi qu'apparaissent les tensions. Pourquoi réagissons-nous de façon si épidermique à l'élargissement de l'OTAN? Nous comprenons très bien la raison d'être de l'OTAN, ou plutôt le fait qu'elle n'en a plus, mais aussi le danger que représente pour nous cette organisation. Qu'est-ce qui nous inquiète au juste? C'est le mode de prise de décision. Je sais comment les décisions sont prises. Je me souviens de l'une de nos dernières rencontres avec le président Clinton. Il était venu à Moscou. Au cours de la discussion, je lui ai demandé si on ne pourrait pas envisager que la Russie intègre l'OTAN. Clinton m'a répondu qu'il n'était pas contre, mais toute la délégation américaine est soudain devenue très nerveuse. Et vous avez fait la demande? Pourquoi les Américains étaient-ils si nerveux? Parce que si la Russie intégrait l'OTAN, elle aurait toujours voix au chapitre. Et nous ne nous laisserions jamais manipuler. Mais nos amis américains ne l'accepteront jamais. Si vous faisiez partie de l'OTAN, vous devriez partager vos données sur le nucléaire avec les États-Unis. Après l'effondrement de l'Union soviétique et le changement de notre système politique, nous avons fait preuve d'une ouverture telle, y compris vis-à-vis des Américains, que cela a même englobé la situation de nos forces nucléaires.
On n'avait quasiment plus aucun secret. Les observateurs américains ont eu accès à l'une de nos plus importantes usines de fabrication de composants nucléaires, et ce, de façon permanente. On a vraiment tout mis sur table. Et cela ne représentait pas une menace pour nous. Mais chez vous, ce qui est curieux, c'est que les présidents changent, mais pas la politique. En tout cas, pas sur les questions de principe. Autrefois, les soviétiques étaient très réalistes vis-à-vis de la politique des Américains. Ils essayaient toujours de comprendre leurs intentions. Je ne sais pas si vous avez toujours des groupes d'experts chez vous. J'imagine que oui, qui vous disent de façon très précise quelles sont les intentions des États-Unis. Oui, bien sûr. À mon avis, quand on pense qu'on est la seule puissance mondiale et qu'on tente de faire entrer cette idée dans la tête de millions de gens, on fait naître des réflexes impérialistes au sein de cette société. Et cela exige une politique extérieure qui soit en accord avec ces attentes. Les dirigeants du pays sont donc obligés de respecter cette logique. Mais en réalité, cela ne va pas dans le sens des intérêts du peuple américain. C'est ainsi que je vois les choses. Parce qu'au final, cela est source de problèmes et de conflits. Cela démontre aussi qu'il est impossible de tout contrôler. Je crois que cela a toujours été comme ça aux États-Unis. La Russie est leur ennemi désigné. Elle l'était sous le communisme, elle l'est sous le poutinisme. C'est l'ennemi par excellence. Après la Seconde Guerre mondiale est apparu le système des deux blocs. Je pense que l'Union soviétique a fait alors une erreur stratégique. Mais à cette époque, elle réagissait de façon assez primaire et doctrinaire. Elle a ainsi fourni un prétexte aux États-Unis et aux pays européens pour créer l'OTAN et s'engager dans la guerre froide. Je pense que lorsque les États-Unis se sont sentis à la tête du soi-disant monde libre, d'autant plus après la chute de l'Union soviétique, ils ont soudain eu l'illusion qu'ils pouvaient tout se permettre, et en toute impunité. C'est un piège parce que, dans une telle situation, et le dirigeant et le pays vont commencer à commettre certaines erreurs. On ne ressent plus le besoin d'analyser les situations ni de penser aux conséquences de sa politique. Le pays ne sait plus bien fonctionner. Il enchaîne les erreurs. C'est dans ce piège que les États-Unis ont fini par tomber, selon moi. C'est toute la question. Où en sont les États-Unis? Quelle est leur stratégie dans le monde? Je répondrai très précisément et très franchement à cette question, mais seulement quand je serai à la retraite. Je peux vous dire ce que j'en pense et vous pourrez réagir. Je sais que beaucoup de gens bien renseignés pensent que la stratégie américaine est de détruire l'économie russe pour la faire régresser à son niveau des années 90. Les États-Unis veulent changer le leadership russe pour faire de ce pays un allié. En gros, ils veulent dominer la Russie comme par le passé. Les États-Unis pensent qu'ils ne sont pas allés assez loin, qu'ils auraient pu la priver de son arsenal nucléaire. C'est une théorie envisageable. C'est tout à fait possible. Mais si c'est le cas, je pense que c'est une politique erronée. Parce qu'elle n'envisage pas les relations avec la Russie dans une perspective d'avenir. Les gens qui pensent ainsi ne se projettent pas dans les 25 à 50 prochaines années. S'ils le faisaient, ils envisageraient leurs relations avec la Russie sous un angle très différent et ils n'essaieraient pas de faire de la Russie leur vassal. Je comprends. La Russie ne lâchera rien. Sous Staline, les Russes ont donné leurs bijoux, tous leurs biens, pour soutenir leur gouvernement contre les nazis. C'était bien plus qu'une question d'argent. C'était leur vie qu'ils jouaient. Notre peuple s'est battu jusqu'à la dernière goutte de sang, pas jusqu'à son dernier kopek. La chose la plus importante en Russie, c'est son peuple, sa conscience collective, sa façon d'être.
Et ce peuple ne peut pas exister sans la souveraineté de son État. C'est cela que nos partenaires doivent prendre en compte pour construire avec nous des relations justes et durables, plutôt que d'employer la menace nucléaire. Ainsi, nous n'aurions plus à dépenser autant pour la défense. Jugez par vous-même, l'an dernier, en équivalent dollar, nous avons dépensé 40 milliards pour la défense. Et les États-Unis, plus de 460 milliards. Plus de 10 fois plus. Et pour le budget de l'année en cours, celui de 2016, c'est plus de 600 milliards. C'est totalement démesuré, ça représente plus que les budgets de défense de tous les pays du monde réunis. Nous avons des élections en Amérique cette année. Aucune de ces questions, l'environnement, quelles alliances établir, n'ont été abordées. La rhétorique est celle de la force, pas de concession. On relance l'effort militaire. Et c'est le cas des deux côtés, y compris chez Hillary Clinton, qui a vraiment viré néoconservatrice en faveur de la ligne dure vis-à-vis de la Russie. Elle a d'ailleurs soutenu l'intervention en Syrie. And we have to send a very clear message to Putin that this kind of belligerence, this kind of testing of boundaries will have to be responded to. Et pour couronner le tout, le Pentagone a récemment affirmé par la bouche du général Joseph Dunford que la Russie constituait la principale menace pour les États-Unis. Il a fait une déclaration très musclée. If you want to talk about a nation that could pose an existential threat to the United States, I'd have to point to Russia. And if you look at their behavior, it's nothing short of alarming. Nous savons tout cela, et nous ne pouvons bien sûr pas nous en réjouir. Pourtant, nous avons toujours été prêts au dialogue, dans quasiment tous les domaines. Mais durant leurs campagnes électorales, les États-Unis ont malheureusement pris la mauvaise habitude d'user et d'abuser de la question russe. Ensuite, on nous dit de ne pas y prêter attention, que c'est juste de la rhétorique de campagne. Nous nous mettrons d'accord après. Mais sacrifier des relations entre gouvernements et entre États sur l'autel d'un processus électoral est une grande erreur, selon moi. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросов, сержанты и старшины, мичманы и братья, товарищи офицеры, поздравляю вас с Днем Победы. J'ai beaucoup aimé assister aux commémorations, les défilés, cette précision, cette fierté. J'ai bien aimé les colonnes de femmes aussi. C'était la première fois qu'elle participait au défilé. Monsieur Gorbatchev était là, lui aussi. Vous n'êtes pas allé le saluer. Le protocole veut qu'il soit invité à toutes les cérémonies officielles. Il ne s'est pas arrêté pour le saluer en sortant. Je ne l'ai pas remarqué. Vous ne le voyez jamais? Si, je l'ai invité au Kremlin et il est venu me voir dans mon bureau. Il y a très longtemps. Oui, il y a plusieurs années. Il vous soutient évidemment sur la question de l'OTAN. Oui, sur l'OTAN et aussi sur la Crimée, si j'ai bien compris. Il a ses opinions à lui. Nous sommes d'accord sur certains sujets et pas sur d'autres.
Je regrette que l'ambassadeur des États-Unis ne soit pas venu.